Le sujet est d'importance et il est traité d'habitude dans la vie politique française d'une manière qui n'est pas raisonnable. Soit on entend parler des entreprises comme d'une réalité totalement abstraite, alors les entreprises par-ci, les entreprises par-là, soit pour les maudire et en faire le lieu de toutes les souffrances, en gardant d'ailleurs au passage l'idée que le travail est une malédiction et que, suivant les termes de la Bible, c'est une torture. C'est une idéologie qui a encore ses tenants. Ou bien c'est le lieu de tous les miracles, parce que comme elle est là, et grâce à l'entrepreneur génial, elle accumule des richesses qui sont ensuite généreusement reversées sur les uns et sur les autres. Naturellement, cela n'a jamais lieu. C'est surtout reversé sur les uns et fort pauvrement sur les autres. Tout à l'heure, un de nos collègues de La République En Marche nous a fait l'estime de nous présenter une vision de l'entreprise en la plaçant dans le temps. Et je crois que c'est une bonne façon de faire. Disons-nous que la production n'a jamais été autre chose qu'un rapport social. Je le dis parce que sinon on finirait par l'oublier. On pourrait croire qu'une entreprise, c'est un en soi, une sorte de champignon qui surgirait à un endroit de la culture humaine et qui répandrait ensuite ses spores avec les mêmes mécanismes d'automaticité que ceux de la nature. Non, la production a toujours été un rapport social. Je veux dire une manière de s'organiser et une manière de partager le produit de la richesse. Et cette double emprise, comment on produit et comment on partage, donne le fil de l'histoire. Entre le maître et l'esclave, entre le serf et le seigneur féodal, entre le prolétaire et le capitaliste. À cette heure-ci, je vous fais grâce de toutes ces étapes, et j'en viens à celle que nous vivons. C'est une vue de l'esprit que de croire que l'entreprise capitaliste est la même aujourd'hui qu'à la fin du XIXe siècle. Et pas seulement en raison des méthodes et des process de production qui ont changé, mais en raison du fond, c'est-à-dire comment le rapport social a changé à l'intérieur même du capital. Ce dont il faut faire l'histoire, ce n'est pas seulement des rapports entre le capital et le travail, mais c'est l'histoire du capital lui-même, pour comprendre ce qui s'est passé. D'abord, le capitalisme est un système tout à fait extraordinaire dont souvent on oublie quel est le moteur. Vous invoquez souvent la hardiesse de l'entrepreneur, de celui qui a inventé, qui a trouvé quelque chose. Enfin, tout ça, c'est le 19e siècle, hein, c'est fini tout ça. Ça ne se passe pas comme ça. Oui, ça se passe encore comme ça. Et nous faisons tous des gargarismes avec les start-up. Tout maintenant s'appelle une start-up. Hein. Quelqu'un qui a trouvé une nouvelle manière de faire pousser un haricot, c'est une start-up. Quelqu'un qui a trouvé le moyen de raccourcir un process de production de 2/3 de sa longueur, c'est une start-up. Donc le start-up est le nouveau mot fourre-tout qui remplace entreprise et qui permet à de toutes petites unités d'avoir des grands mots. Mais je voudrais regarder la façon dont le rapport social dans l'entreprise a évolué, parce que c'est ça qui est déterminant, et à l'intérieur du capitalisme. Le capitalisme est une formule assez extraordinaire. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte d'habitude. Le capitalisme fonctionne entièrement sur l'appropriation de la gratuité. Ce n'est que ça. Le capitalisme s'approprie une part majoritaire du travail gratuitement. Le travail est la seule source de richesse. Il n'y a que lui qui produit quelque chose, quel que soit le niveau du travailleur. Il n'y a que le travail réel de celui qui travaille, le travail accumulé de celui qui a inventé le process de production ou l'objet nouveau. L'entreprise n'est qu'un moment, un lieu où un travail se transforme en un autre travail qui élargit la richesse produite. Et dans ce process, la part majoritaire de la valeur produite est accaparée par le capitaliste. C'est donc un système qui fonctionne sur la gratuité. Bon, première chose. Deuxième point. Jusqu'à présent, ça fonctionnait dans le cadre de l'entreprise et à l'intérieur d'une économie nationale. C'est-à-dire, il y avait un bord. Oui, l'exportation a toujours existé, mon cher. Mais pour l'essentiel, les pays produisaient, vivaient, échangeaient à l'intérieur de leurs frontières. Nous voici étendus au monde entier. Ça ne s'est pas étendu parce que la production s'est développée au point d'avoir besoin de se répandre sur le monde entier. Car si vous comparez les proportions de ce qui se produit et de ce qui s'échange réellement par rapport au siècle précédent,
vous serez surpris de découvrir qu'en valeur, ce sont quasiment des montants équivalents. Il aura fallu attendre 1974 pour qu'on retrouve un niveau d'échange en valeur comparable à celui d'avant la Première Guerre mondiale. Ce qui s'échange essentiellement, ce sont des valeurs abstraites que nous appelons le capital, des titres, des produits financiers qui reposent de manière plus ou moins directe et de plus en plus lointaine sur des productions réelles. Vous connaissez les proportions. Nous sommes de 1 à 1000 entre ce qui s'échange réellement et ce qui se produit et ce qui est échangé en valeur, entre ce qui se produit vraiment et ce qui s'échange réellement. Il y a donc une nouvelle strate du capitalisme qui domine tous les autres secteurs du capitalisme. C'est ça le fait nouveau. C'est ça qui fait le fond de notre contradiction entre vous, monsieur le ministre, qui m'avez répondu une fois avec toute la sincérité qui est la vôtre, parce que moi je vous crois sincère, et votre vision du monde. Je vous ai dit, monsieur le maire, qu'est-ce qui vous permet de croire que cet argent que vous n'allez plus prendre en impôt sur la fortune va aller dans l'investissement et la production réelle? Et réellement, j'ai vu que vous aviez l'air très surpris et même peut-être choqué par ma question. Vous vous êtes levé, vous m'avez dit, monsieur Mélenchon, pour quelles raisons le feront-ils? Pour des raisons de bon sens. Car à votre avis, c'est du bon sens que le capital, le profit, le surprofit retournent dans la production, comme au XIXe siècle, comme au début du XXe, où ce qui était accumulé à un endroit pour pouvoir profiter devait retourner à un autre pour produire. Mais au XXIe siècle, c'est fini, terminé. L'accumulation du capital se fait dans la sphère financière et n'a qu'un rapport très lointain avec la production. Les taux de profit qui s'obtiennent de cette façon-là sont des multiples de ce qui s'obtient dans la production réelle. Dans la production réelle, vous pouvez tirer du 3, du 4, du 5%. Maintenant, on arrive jusqu'à 10, des fois 12, au point de rendre exsangue tout ce qui touche à cette production. Vérifiant cette formule de Marx, qui à l'époque était étrange, il disait le capital est un rapport social, la manière de s'approprier, ce que j'ai dit tout à l'heure, le travail gratuit, qui épuise l'homme et la nature. Alors la nature, on ne voyait pas très bien à l'époque de quoi il voulait bien parler, parce qu'elle semblait inépuisable. Quant à l'homme, on voyait bien comment il l'épuisait. Eh bien maintenant, on voit bien comment il épuise et l'un et l'autre. Si bien que, quand on réfléchit du point de vue de la civilisation humaine, et pas seulement du moment et de l'instant politique précis, quand on regarde, comme l'a fait tout à l'heure notre collègue de La République En Marche, l'histoire longue, on voit que ce temps particulier de la coopération des gens dans le travail est un temps où on comptait sur la compétition des intérêts particuliers pour produire une dynamique de l'histoire. À la fin, vous avez fini, pour certains d'entre vous, à devenir complètement fou avec cette histoire, au point de croire que l'histoire elle-même n'était que la confrontation des égoïsmes, et avec ça qui arriverait à faire avancer le bourricot collectif de l'humanité. Madame Thatcher a dit une fois, la société n'existe pas. Il n'existe que des individus pris dans des relations d'interdépendance, et s'ils se comportent en parfait égoïste, le tout finira par tomber en équilibre. Et vous continuez à croire à la main invisible du marché comme régulateur de la production et comme maître suprême de l'entreprise. Qu'aujourd'hui, la soi-disant main invisible du marché constitue un écosystème dans lequel une entreprise a du mal à se mouvoir ou à se soustraire, ça me paraît assez évident. Pour autant, ce n'est pas toujours vrai, parce que les rapports sociaux de l'entreprise ne sont pas toujours ceux de l'entreprise capitaliste. Pensons à l'économie sociale et solidaire. Pensons aux mutuelles, pensons aux coopératives. On voit donc bien que d'autres façons de produire collectivement sont possibles dans d'autres rapports sociaux. À cet instant, pourtant, ce qu'il nous faut faire, après tout que ce débat serve au moins à poser ses repères, il nous faut comprendre pourquoi nous devons passer, à supposer que votre utopie sur ce point ait été fondée, de la compétition libre des intérêts particuliers comme moteur de l'activité, à autre chose. Si nous continuons à penser qu'il suffit, comme l'a si bien démontré mon camarade François Ruffin, qu'en criant la croissance, et en espérant qu'on va toujours produire davantage, on va régler la crise de civilisation dans laquelle on est, on se trompe. Par conséquent, il faut changer de paradigme. Ce n'est pas la compétition des intérêts particuliers qui sont de nature à donner la dynamique de la production.
C'est pourquoi nous vous disons que nous sommes, nous, le mouvement des carnets de commandes. Et c'est du point de vue des carnets de commandes qu'il faut prendre les décisions politiques. Oui, oui, pas créer les conditions qui permettent aux carnets de commandes, blablabli, blablabla, le jour où le libre marché aura fait. Non, le carnet de commandes que la société remplit, c'est-à-dire une politique qui n'est pas la politique de l'offre, qui est la politique de la demande. De quoi la patrie a-t-elle besoin? De quoi l'humanité a-t-elle besoin? Voilà la question de départ. Et on va le produire, et on va le faire. Vous devez changer tous les process de production. Il n'est plus possible de continuer à produire de cette façon-là en faisant une pareille prédation sur la nature, parce que ce système n'est pas vivable. Je le dis avec force, parce que je sais que la plupart d'entre vous le ressentent comme moi. Enfin, il n'y a pas ici des gens qui s'en fichent de voir disparaître tout l'environnement naturel et d'autres qui s'en soucieraient. Je crois que tout le monde y pense. Mais vous faites des petites cases. Alors là, il y a la case nature, là, il y a la case production. Quel rapport entre les deux? Il n'y en a pas. Mais si, il y en a un. Si on continue à se dire qu'il faut produire toujours plus, n'importe quoi, n'importe comment, avec comme seul critère le plus bas prix possible, alors le plus bas prix possible, c'est de la gratuité qui aura été prélevée sur l'homme et sur la nature. C'est-à-dire toujours plus de travail pour les uns, des statuts sociaux de plus en plus déréglés, pour que par la peur, les gens soient tenus au travail. Et d'un autre côté, le saccage de la nature payé par personne. Parce que c'est ça aussi le capitalisme. Se payer sur la bête et se payer sur la nature. Si vous changez le paradigme, alors vous devez dire que c'est l'intérêt général. Voilà pourquoi il y a un lien très étroit entre le débat, en tout cas pour nous, que nous avons aujourd'hui, et l'idée d'une règle verte qu'on constitutionnaliserait. C'est-à-dire le défi lancé à tous nos techniciens, ingénieurs, travailleurs productifs de toutes sortes. On ne prendra plus dorénavant davantage à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. La France est une grande nation technicienne et qualifiée. Elle est capable de relever ce défi. Mais il faut tout changer, tout changer. Et naturellement, d'abord, changer ce qui produisent. Ça veut dire des formations différentes. Changer les machines, changer les matières premières, changer la manière de distribuer, changer la manière de consommer pour que cessent ces comportements irresponsables auxquels non seulement nous participons tous, mais auxquels nous sommes invités à participer toujours davantage, à préférer la marchandise 1000 fois emballée à celle qui vient en vrac, etc., au point que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura bientôt plus de plastique dans la mer qu'il n'y a de poissons. Toutes ces choses, la règle verte dans la Constitution et derrière la planification écologique. C'est par la planification écologique que nous remplirons les carnets de commandes. Et c'est ce que je voudrais que l'on entende. Le jour où ce sera notre tour de gouverner, il y aura le retour à ce que le général de Gaulle appelait l'ardente obligation du plan. Le plan, c'est-à-dire la modification des process de production et des objectifs qui sont visés. Vous voyez, ce n'est pas le Gosplan, c'est le plan. Car tout le monde planifiait à la sortie de la guerre. Toutes les économies capitalistes comme les économies socialistes. Et c'est ensuite qu'on s'est mis à maudire le plan comme une absurdité qui ne fonctionnerait pas. Comme si nombre de pays qui ont planifié ne sont pas sortis de leur arriération grâce au plan. Comme si des grandes nations comme la nôtre n'ont pas fait un pareil changement de paradigme, un tel bond en avant dans la technique et la science grâce à la planification et aux objectifs qui étaient donnés centralement. L'objectif que nous donnerons centralement, c'est que la production va changer, comme je l'ai dit il y a un instant. Il faut donc prendre les mesures qui vont avec, et c'est à cela que je me limiterai à cet instant. Premièrement, la règle verte pour mettre le défi technique et le défi scientifique et le défi des producteurs. Pour que la règle verte fonctionne, vous ne pourrez pas seulement le faire avec quelques têtes d'œufs, et surtout pas avec celles qui ont été mises au poste de commande dans les grandes entreprises de ce pays. Oui, oui, mais on a le droit de parler des têtes d'œufs. Ben oui, ça existe. Vous voulez que je vous en parle? Non, non, mais ça n'a rien à voir avec votre calvitie, mon cher collègue. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas visé. Ben, je ne vois pas, vous vous caressez la tête et vous me souriez, donc je réponds. Je n'ai rien à faire, ce n'est pas avec vous que je polémique. Je polémique avec ceux qui ont inventé de remplacer les ingénieurs à la tête des grandes entreprises, du genre Airbus, ou du genre Air France, ou du genre Airbus, ou du genre SNCF et autres, où on a remplacé les ingénieurs et les productifs par des financiers, c'est-à-dire des attachés commerciaux et de brillantes cervelles qui prétendaient vendre davantage d'avions en expliquant à chacun qu'on allait mettre dedans ce qu'il attendait d'y trouver.
sans imaginer qu'évidemment, ça voulait dire qu'à chaque fois, on changeait d'avion. J'exagère, je le sais, je caricature un peu, mais je dis la vérité que tout le monde connaît dans l'entreprise, à part ceux qui n'en ont connu que les sommets où on brassait de l'argent et des financiers, ce qui est le cas de certains de nos collègues. Mais l'entreprise, c'est d'abord ceux qui produisent, qui inventent la production et les chaînes de production, avant d'être ceux qui décident comment on va placer la trésorerie du groupe et comment on va faire pour arriver à tirer davantage et faire suer le burnous davantage. L'entreprise, c'est d'abord ça, les ingénieurs, les productifs. Et pour y arriver, vous aurez besoin de tout le monde. Donc, il faut étendre les droits dans l'entreprise, pour reprendre cette idée, cette belle idée. C'est Jaurès. J'ai trouvé ce texte. Il dit « Pour que le travail soit vraiment libre, il faut que tous les travailleurs soient appelés pour leur part à le diriger. Il faut qu'ils participent au gouvernement économique de l'atelier comme ils participent par le suffrage universel au gouvernement politique de la cité. » Et il faisait une critique de l'actionnaire, lui qui n'avait pas connu les fonds de pension. Il dit « Eh bien, souvent, les actionnaires ne connaissent à aucun degré le fonctionnement réel de l'entreprise possédée par eux. Ils ne l'ont jamais vu fonctionner. Ils en ignorent le mécanisme technique et économique. Ils n'en savent ou ils n'en demandent qu'une chose, que rapporte-t-elle ? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans un fonds de pension. Ils ne savent pas ce qu'ils possèdent. Et j'ai entendu quelqu'un me dire « Ah, ben si jamais, vous savez, ça n'a pas de rapport avec la production industrielle, c'est la pêche. » Quelqu'un dit ben, « Si on peut transférer les droits de pêche d'un bateau à l'autre, vous allez voir les fonds de pension appliqués pour les racheter. » Et la personne en question, qui était de droite, qui ne partageait pas mes idées, me disait ben, « Écoutez, pour ce sujet, moi je suis d'accord avec vous. Si on laisse les fonds et la finance rentrer là-dedans, je préfère qu'ils aillent s'occuper de chaussettes, qu'ils aillent s'occuper de lacets ou de chaussures, parce qu'il y aura toujours moyen d'en produire. Tandis que des poissons, ils s'en fichent complètement. Tout ce qui compte pour eux, c'est en ramasser le plus possible, et à la fin, il n'y en a plus. » Et cette personne éminente, que je ne cite pas pour ne pas m'approprier son talent et son autorité, grand marin, une femme, me disait qu'elle était tout à fait d'accord avec l'idée qu'il fallait définanciariser l'économie. Oui, il faut définanciariser. Donc, premièrement, la règle verte. Deuxièmement, la planification écologique comme proposition. Troisièmement, la participation des travailleurs, parce qu'eux sont en état d'affiner, améliorer les process de production, et de tout ça, il n'y a rien dans la loi. Naturellement, il n'y a rien dans la loi. La place des travailleurs, zéro. Leur contribution à l'intelligence collective, rien du tout. De la paperasse administrative, de nouvelles définitions juridiques qui ne correspondent en fait qu'à entériner une situation qui est déjà acquise. Enfin, stabiliser les travailleurs. Plus vous mettez de l'emploi précaire, il n'y a que des brutes bornées qui croient que c'est parce que la peur tenaille le travailleur, qu'il va être plus productif, qu'il va venir plus à l'heure. Ce n'est pas vrai. Le stress est l'ennemi de la bonne production. Tous les temps du début du capitalisme, les capitalistes faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour garder les travailleurs. Savez-vous que les premiers règlements qui interdisaient les échelles au boulot, c'était pour empêcher les gens de passer par-dessus le mur. Il a fallu 50 ans, un siècle de dressage des corps pour obtenir que les gens s'attachent au travail. C'était ça la préoccupation de l'époque. Et maintenant, c'est l'inverse. On pense qu'en faisant peur aux gens, en les menaçant de les foutre dehors, du jour au lendemain, ils vont mieux travailler. C'est une erreur totale. Stabilisez les travailleurs, vous stabiliserez la production et sa qualité. Enfin, il faut définanciariser. Pourquoi n'accepteriez-vous pas notre amendement sur ce sujet, qui je vois rempli d'hilarité mon collègue là-bas, comme je le comprends, parce que c'est très drôle en effet. Définanciariser, vous pouvez prendre un exemple. C'est limiter les droits de vote dans l'entreprise d'après la durée de l'investissement. Monsieur le ministre, ça devrait vous aller, ça. C'est pas une bonne idée? Mais si, elle a été appliquée dans toutes sortes de pays. Mais oui, mais savez-vous qu'encore récemment, un gouvernement de droite au Brésil mettait un dépôt de garantie. Vous arriviez dans leur pays, vous investissiez 1000, et ben il fallait laisser 50 en dépôt. Et si vous fichiez le camp avant 3 ans, les 50, vous ne les revoyez pas. C'était une manière d'obliger le capital à rester investi. Et cette idée de limiter les droits de vote en fonction du temps, de la durée d'un investissement, ce n'est pas une idée qui est née dans un colloque gauchiste. C'est un grand patron, l'ancien grand patron de Saint-Gobain qui le proposait. Parce que les grands industriels et les grands capitaines d'industrie de cette période ont parfaitement vu, sous leurs yeux, les appareils de production être détruits à cause de la financiarisation. Des gens qui n'avaient pas un intérêt dans la boîte, qui ne savaient même pas ce que ça produit, on envoie des fonds de pension, des mutuelles, des je ne sais quoi. Oui, oui, mon cher collègue, c'est comme ça que ça se passe, vous connaissez bien ce métier, vous l'avez pratiqué. Et ensuite, ils décident, en fonction de la rentabilité, s'ils y laissent l'argent, ou s'ils le retirent, ou s'ils posent des conditions absolument drastiques
sur le personnel qui gère l'entreprise pour obtenir des taux de profit de plus en plus élevés, récupérer sur la trésorerie l'argent qu'ils ont emprunté pour faire un LBO, etc., etc., et autres merveilles de ce qu'on ose appeler l'industrie financière et qui, à nos yeux, est un pur et simple pillage. Donc, corréler les droits de vote dans les entreprises privées à la durée de l'investissement, c'est une mesure de définanciarisation. Interdire qu'une entreprise distribue plus en dividendes que ce qu'elle a ramassé dans l'année, c'est une mesure de définanciarisation qui interdirait à des entreprises d'emprunter de l'argent pour verser des dividendes qu'elles ne peuvent pas verser sur les excédents parce qu'il n'y en a pas eu cette année-là, comme on l'a vu dans certaines entreprises dans ce pays, seulement parce qu'ils avaient la trouille du fonds de pension qui les tenait à la gorge, etc., etc. Dans ce cas précis, et bien voilà encore une proposition concrète. Je ne suis pas en train de vous parler de collectiviser et de nationaliser tout le capital. Je vous parle d'autre chose. Je vous parle de faire dans le capital la même chose qu'on fait par rapport à toutes les libertés. Il n'y a pas une liberté qui soit absolue. Toutes les libertés sont encadrées. Et c'est parce qu'elles sont encadrées qu'elles sont des libertés. Sinon, c'est la loi du plus fort. Eh bien, il faut encadrer la liberté du capital, et notamment du capital financier. J'achèverai en vous disant... Pardon ? Mais je permets qu'on m'interrompe, Président. Si veut non, mais moi je ne permets pas. Toi, tu permets pas. Je vous invite à conclure. C'est dommage. J'aurais bien aimé connaître la raison de votre hilarité sur un sujet comme celui-là, parce que, franchement, oui, d'accord. Vous savez, il y a une forme d'arrogance. Non, mais d'accord. Il y a une forme d'arrogance qui consiste à considérer que c'est jamais l'heure de parler des problèmes de fond. Moi, je respecte le point de vue du ministre, je le connais, c'est pas le mien. Nous avons deux visions du monde qui s'opposent. À cet instant, je vous dis, si vous ne définanciarisez pas la production, elle s'écroulera dans ce pays. Tous ceux qui ont inventé que l'économie de service était l'avenir de l'économie française voient dans quelle situation nous sommes. L'industrie représente à peine 11% du total de ce que nous produisons, pendant que les Allemands sont à 23%, puisque vous citez tous les 5 minutes les Allemands, qui, paraît-il, sont des modèles parfaits de ce qu'il faudrait faire. C'est tous ceux qui ont rêvé à une économie qui serait une économie de service, qui permet de maquiller les comptes du PIB. Voilà la situation dans laquelle on est. Regardez ce qu'est le PIB des États-Unis d'Amérique, et vous verrez que l'agriculture et l'industrie, c'est-à-dire les productions réelles, ils sont ultra minoritaires par rapport aux produits des services. Regardez ce qui s'est passé avec l'Angleterre. Il ne suffira pas de durcir le ton du Brexit pour faire venir la City à Paris en espérant que ça change les comptes du PIB et que ça masquera la disparition de l'industrie. Bref, je vais achever là-dessus. J'ai fait une série de propositions. Je vous demande d'entendre que nous souhaiterions avoir votre réponse sur la place de la finance et son rôle éminent dans la production, comme gouvernant de la production. Dans votre texte, vous faites le contraire, parce que vous allez créer des droits nouveaux pour l'expansion des fonds de pension, en essayant de faire croire que c'est ce qui va permettre aux gens d'améliorer finalement leur retraite. Ah, dans les conditions actuelles, c'est le cas. Mais qui peut croire que l'argent voyage dans le temps ? Qui peut croire que les fonds qui seront accumulés de cette manière serviront à autre chose qu'à faire des LBO, des fonds de pension qui s'investiront dans les mêmes conditions que ce que je viens de décrire. Et ce n'est pas parce que ça sera des fonds de pension français que ça changera quelque chose au caractère nuisible de leur intervention. Et vous vous retrouverez avec la situation que nous observons partout dans le monde. Chaque fois qu'il y a une crise financière, la première chose qui saute, ce sont ces fonds de pension et cette accumulation fictive. Et si vous regardez l'histoire récente, Monsieur le Ministre, ceux qui intervenaient autrefois tous les 20 ans ou tous les 30 ans, comme crise du capitalisme, dorénavant, c'est tous les 10 ans. Nous sommes à la veille d'une nouvelle crise générale de l'économie financière mondiale. Tout le monde le dit, tout le monde l'écrit, parce que tous les signes sont là. Et c'est le moment que vous choisissez une nouvelle fois pour étendre la sphère, l'influence, les moyens de l'économie financière. C'est une erreur totale. S'il fallait faire une loi sur l'entreprise, il aurait fallu faire une loi qui traite de la façon avec laquelle elle assumerait sa responsabilité sociale, sa responsabilité patriotique, sa responsabilité écologique, et non pas le énième bricolage destiné à favoriser les intérêts de quelques-uns, dont pour des raisons totalement métaphysiques, vous continuez à penser que leur égoïsme est le moteur du monde, alors que nous croyons, nous, que c'est l'entraide. Merci.